Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Près de la moitié de la population marocaine a déjà souffert d'au moins un trouble mental dans sa vie, dans un pays qui ne compte pas plus de 454 psychiatres, soit 2,5 fois moins que le taux minimal recommandé par l'OMS, avec moins de 2500 lits pour les personnes atteintes de maladies mentales. Des chiffres qui en disent long sur l'état de la prise en charge des troubles psychiatriques et de la maladie mentale dans notre pays. La maladie mentale, c'est le parent pauvre des politiques publiques, mais aussi parfois de la société civile qui se mobilise beaucoup plus pour la prise en charge de nombreuses maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer ou le sida, mais très peu quand il s'agit de santé mentale. Dans sa dernière étude publiée à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale le 10 octobre, le Conseil économique, social et environnemental recommande de renforcer les ressources humaines, d'augmenter le nombre de lits des hôpitaux, de revoir le cadre légal et juridique, de rendre les soins plus accessibles pour toutes les couches sociales, mais aussi de promouvoir la santé mentale au milieu professionnel et scolaire. On l'oublie souvent ou on l'ignore, mais le trouble dépressif est la première cause de morbidité et d'arrêt de travail dans le monde. Il arrive en tête bien avant les autres maladies organiques, aussi graves soient-elles. Dans le monde, 1,5 demi-milliard d'individus souffrent de différents troubles et maladies mentales et plus d'1 million d'entre eux se donnent la mort chaque année pour mettre fin à leur souffrance, à défaut de les apaiser ou de les soigner. Pour revenir sur les résultats de la dernière étude du CESE qui ne nous surprennent pas et pour dresser un diagnostic de la prise en charge de la santé mentale au Maroc, de façon générale, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur Jalal Toufiq, psychiatre, addictologue et directeur de l'hôpital Ar-Razi de santé mentale de Salé. Bonsoir professeur et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame et c'est moi qui vous remercie de m'avoir. Merci beaucoup. Alors, que vous inspirent ces chiffres que vous ne connaissez que trop bien, en fait, on ne découvre rien. Faut-il s'inquiéter ou plutôt relativiser, le remettre dans leur contexte quand on parle de quasiment la moitié de la population qui a déjà souffert ou souffre de problèmes psychico-mentaux? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont malades ou s'agit-il de petits troubles, de petites dépressions, anxiété? Alors, quand on fait des études, en général, ce n'est pas pour stigmatiser une société. Ce n'est pas non plus pour coller un vernis à une société. Quand on fait des études, en général, c'est pour pouvoir les répéter dans le temps et pouvoir avoir des tendances de changement et de modification qui permettent d'asseoir des politiques de santé publique. C'est ce qu'on appelle les politiques de santé publique basées sur les faits et sur l'évidence scientifique. Donc, une photo polaroïde d'une société, et notamment d'une étude nationale, ne veut absolument rien dire, elle n'est pas refaite. Oui. Et c'est pour ça que mon appel, c'est qu'on puisse la refaire régulièrement pour qu'on puisse justement voir comment les choses évoluent. La première des choses. La deuxième des choses, il faut la compréhension de l'étude. Une étude épidémiologique, telle que celle qui a été faite en 2003, qui a été publiée en 2005, a utilisé un instrument dont j'ai eu l'honneur d'y contribuer, a utilisé un instrument qu'on appelle le MINI. C'est un outil, c'est un questionnaire qui va relever un certain nombre de cas de maladie. D'accord ? Troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles psychotiques, troubles du comportement alimentaire, troubles de l'usage de drogue et d'alcool, entre autres. Alors, il faut faire la différence entre les cas et les personnes. Si vous avez une hypertension artérielle et un diabète, que Dieu vous protège, vous êtes une seule personne mais avec 2 diagnostics. Donc, à partir de là, quand on a parlé de 41% de la population, d'abord c'est la population de plus de 15 ans. Oui. D'abord, c'est les personnes de plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Donc, ce n'est pas rapporté à la population générale, aux 36 millions d'habitants. Deuxièmement, c'est la prévalence sur la vie, c'est-à-dire à un moment ou à un autre. Oui. Avez-vous et troisièmement, c'est ça qui est plus important pour moi, c'est je ne comprends pas pourquoi ça nous effraie, parce que ça reflète exactement ce qui se passe dans le reste du monde. Le Maroc n'est absolument pas différent des autres pays du monde. On est dans la même prévalence. On est dans la même prévalence et par rapport à l'usage de drogue et l'alcool, on est dans la moyenne mondiale, qui est à peu près de 5%. On était, en 2003, un petit peu en deçà. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on fasse la même étude, avec la même méthodologie, oui, et ciblant la même population, et qu'on la refasse tous les 3-4 ans. Ça ne coûte pas très cher, une étude. En tout cas, au Maroc, ça ne coûte pas cher. Ça coûte très cher ailleurs. Mais ici, on peut la faire avec des coûts extrêmement limités, avec l'aide de l'OMS. Il faudrait la faire pour pouvoir justement voir comment les choses évoluent et asseoir les politiques basées sur les faits. Est-ce qu'il est vrai que les troubles de l'humeur psychotique sont relativement
élevé au Maroc ou c'est encore une idée reçue? Non, c'est une idée reçue. Franchement, c'est une idée reçue. Parce que d'abord, encore une fois, je n'ai pas envie d'être trop technique parce qu'on revient à ce qu'on appelle la validité interne et externe d'un outil, d'un instrument, d'un questionnaire. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. J'ai juste envie de dire que peu importe, madame, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont des troubles dépressifs dans ce pays. Et le plus important, ce n'est pas de savoir combien ils sont. Le plus important, c'est de savoir comment les détecter, comment intervenir précocement, comment les aider, comment les soigner et comment savoir que deviennent ces gens-là et comment ces troubles vont évoluer sur le temps. Est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont rester stables, est-ce qu'ils vont diminuer? Quels sont les moyens qu'on peut allouer pour les prévenir, pour sensibiliser les gens et pour pouvoir intervenir précocement? C'est ça le plus important. Oui. Ce n'est pas tant l'image Polaroid. Alors, il y a une image pas reluisante de la santé mentale au Maroc, déjà parce qu'on voit les chiffres, sous-effectif 454 médecins pour une population de 36 millions avec 2500 lits, c'est vraiment, on ne va pas dire ridicule, c'est triste. C'est triste. Ouais. Alors, comment est la prise en charge? Vous êtes directeur de l'hôpital Ar-Razi de la santé mentale. On voit régulièrement des images dans des reportages ou des vidéos ou de l'investigation ou des images choquantes de la prise en charge des malades mentaux. On me dit, on ne parle plus d'internement, c'est des gens qui sont admis. Et il y a eu ce qu'on appelle l'hôpital de maladies, on dit, de Stat, de Barchid, excusez-moi, où c'était limite cauchemardesque, ce qu'on avait vu. Après, ça, c'est pourquoi la maladie mentale est le parent pauvre déjà du système de santé au Maroc qui a déjà beaucoup de problèmes. Le budget alloué est inférieur déjà à la moyenne qui devrait être allouée pour la santé mentale, qui devrait être autour de 5% ou quelque chose. On est à 2% ou peut-être même pas. Est-ce que c'est vrai que nos malades mentaux ne sont pas bien pris en charge? Là, on parle du public, après on parlera du privé. Oui. Alors, d'abord, la problématique des hôpitaux n'est qu'une partie de la problématique globale. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'hôpitaux à la prise en charge de malades en situation de maladie mentale, ou les malades souffrant de maladie mentale. Les malades souffrant de maladie mentale doivent trouver l'hôpital qu'il faut, mais doivent trouver aussi tout le réseau de prise en charge communautaire. Ce qu'on appelle communautaire, c'est-à-dire en dehors des institutions psychiatriques d'hospitalisation. Les centres de santé, les services de soins primaires, les services intégrés dans les hôpitaux généraux, la société civile, les centres de réhabilitation, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la médecine communautaire. Donc ce n'est pas qu'une histoire d'hôpitaux. Les hôpitaux, c'est une catastrophe. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas les murs qui font les hommes, c'est les hommes qui font les murs. Aujourd'hui, nous avons un déficit extrêmement important en ressources humaines qualifiées pour pouvoir prendre en charge ces malades. Alors, il y a le chiffre 8. Le chiffre 8 est très important. Nous avons 8 fois moins que ce qu'il faut idéalement de psychiatres. Nous avons 8 fois moins que ce qu'il faut idéalement en infirmiers spécialisés. Je ne parle même pas des autres professions apparentées comme psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, etc., ou éducateurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, pourquoi nous souffrons? Parce que nous avons une stigmatisation extrêmement forte de tout ce qui est en rapport avec la santé mentale. C'est vrai. C'est la perception qui fait l'action. C'est la perception qui change les comportements des gens. Or, aujourd'hui, les malades mentaux dans ce pays sont considérés comme des personnes de second plan, comme des personnes violentes, oui, comme des personnes bizarres et donc qui ne méritent pas notre attention, comme des personnes à exclure, comme des personnes à problème, comme des personnes qui peuvent, à la limite, s'engager dans des comportements à risque. Et ce qui est encore pire, c'est que beaucoup de gens ne considèrent même pas que ces gens-là souffrent de maladies. Devant ces comportements étranges, bizarres, ou des comportements de tristesse, de dépression, oui, ou d'angoisse irrationnelle, on va aller vers des explications, des interprétations qui sont tout sauf médicales. Oui, oui. Et donc à partir de là, à partir du moment où on ne sait pas que c'est de la médecine, on ne sait pas que c'est médical, on va aller vers d'autres interprétations qui ont un vernis culturel, et c'est de là que le bas blesse. Et pire que ça, au jour d'aujourd'hui, la maladie mentale est vue et perçue de façon extrêmement négative aussi
par tous les professionnels de la santé. C'est-à-dire que les gens ne vont pas, les étudiants en médecine ne vont pas, les résidents n'osent pas aller vers la spécialité psychiatrique, les étudiants en médecine ne considèrent pas que la psychiatrie est attractive. Tout ça à cause de cette image négative qui est extrêmement commune au Maroc. Les Marocains vont plus loin que ça. Les Marocains, nous tous, nous, parfois ils disent même pour faire psychiatrie, il faut avoir déjà une case en moins. Il faut être déjà soit un peu dérangé pour être psychiatre. Il y en a qui le pensent aussi. C'est à ce point. C'est relativement commun dans le monde entier. Oui, dans le si monde vous entier. Voyez une étude qui a été faite aux États-Unis et qui a passé en revue comment on décrit, comment on dépeint le professionnel de la santé mentale dans les films américains. Oui. C'est toujours des gens un peu bizarres, des gens un peu particuliers, des gens avec un nœud papillon, avec un cigare, bref. Alors, on a parlé de la prise en charge de l'image qu'on a de la maladie mentale. Et qu'en est-il de l'image qu'ont les gens de la prise en charge du personnel soignant, beaucoup plus des aides-soignants et des infirmiers, parce qu'on dit souvent que les malades mentaux, quand ils sont admis, ils ne sont pas traités avec humanité, qu'il y a de la violence, qu'il y a dans les hôpitaux publics. C'est des choses qu'on a vues il y a peut-être 15 ou 16 ans dans un reportage dans un autre hôpital, celui de Barchid pour ne pas le nommer. Est-ce que la prise en charge et l'approche a évolué? J'espère, parce que... Il y a beaucoup plus d'humanisme. Je l'espère, parce que déjà, il faut partir d'une base, madame, qui est extrêmement importante, c'est que le malade mental est un malade. Un malade, qui relève donc de la santé, des soins de santé. Tout malade qui relève des soins de santé de par la Constitution marocaine a le droit et on a l'obligation de le traiter selon des stratégies thérapeutiques médicales ou selon, si vous voulez, une offre de soins médicales et relevant de la santé. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, vous devez, en tant que malade, recevoir les meilleurs soins de santé possibles en tant que malade. Pourquoi les gens vous disent on a violenté un tel ou un tel? Vous savez que les infirmiers en psychiatrie, que je salue ici et qui font un travail extraordinaire, doivent gérer des agitations extrêmes. Je ne suis pas en train de légitimer, je suis en train d'expliquer pour que les gens comprennent. Ils doivent absolument gérer des agitations extrêmes, des instabilités extrêmes. Demandez aux familles comment ces familles gèrent les malades lorsqu'ils sont en agitation extrême. Demandez-leur et vous allez voir. Moi, chaque fois que je leur dis, d'abord, on a une charte, je parle de l'hôpital, il y a une charte des droits humains des malades. Nous dépensons un argent incroyable dans des moyens, ce qu'on appelle de contention, de sécurité du malade. C'est pour sécuriser le malade, c'est pour le protéger, le malade, ce n'est pas pour protéger le personnel. Lorsqu'on contient, selon des techniques qui sont étudiées et qui sont donc enseignées aux infirmiers, comment contenir. Mais vous savez, il y a une frustration chez les personnes, chez le personnel, chez les familles qui viennent. Il y a une frustration par rapport à l'accès aux hôpitaux. Il y a une frustration par rapport au retard de la prise en charge, au retard des rendez-vous. Il y a une frustration par rapport à l'accessibilité des médicaments. Il y a une frustration par rapport même à l'environnement qui le reçoit. Ces hôpitaux qui sont vétustes, ces hôpitaux qui ne sont pas forcément toujours reluisants, c'est un euphémisme. Ces hôpitaux qui manquent d'un minimum de considération, de décence par rapport aux malades. Ces frustrations et ce dépit qui se traduit parfois par des ressentiments et qui se traduit parfois par des propos agressifs comme cela. Par exemple, en termes d'effectifs, l'hôpital Al-Razi de Salé, il y a combien de lits et combien de médecins et d'infirmiers d'aides-soignants? Alors vous avez très mal choisi l'exemple parce que moi j'estime qu'on est un peu les chuchotés, pour vous dire franchement, parce qu'on est à moins de 200 lits. Enfin, aujourd'hui, on est à capacité litière qui est limitée parce qu'on est en train de reconstruire donc 2 unités, mais on est à pratiquement 174 personnels soignants et plus de 30 résidents. Non, mais là, ça ne doit pas être pris en charge, ça ne doit pas être pris comme un exemple. Mais la moyenne est une exception. Non, l'hôpital Razi de Salé est une exception parce que d'abord c'est un CHU, c'est un CHU de formation et qu'il relève donc d'un CHU, donc il a une gestion de ses propres. Mais si on prend les autres hôpitaux psychiatriques au Maroc, que ce soit les hôpitaux psychiatriques purs, que ce soit les unités de psychiatrie intégrées dans les hôpitaux, je pense que le ratio n'est pas le même du tout et il y a un déficit énorme en ressources humaines
que ce soit un infirmier ou que ce soit un médecin, mais un déficit énorme et criard. C'est pour ça que je vous dis, madame, c'est pas une question de... La santé mentale n'est pas une question de mur, c'est une question de ressources humaines. Oui. Et les ressources humaines ne relèvent pas que du ministère de la Santé, parce qu'on n'arrête pas d'accabler le ministère de la Santé. Je vais être très honnête avec vous, honnêtement, et vous me connaissez, je vais être très honnête avec vous. Monsieur Biadilla a mis la santé mentale en tant que priorité. Madame Badou a mis la santé mentale en tant que priorité. Monsieur Louardi a mis la santé mentale en tant que priorité. Monsieur Dekali a mis la santé mentale en tant que priorité. Et monsieur Aïtaleb a mis la santé mentale en tant que priorité. Donc vous voyez que ce n'est pas la volonté politique qui manque. C'est le problème de ressources humaines. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire de la bonne santé mentale sans ressources humaines qualifiées. Il est impossible. Or, les ressources humaines qui relèvent du ministère de la Santé, qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur, qui relèvent des différentes formations et institutions académiques, que ce soit les facultés des sciences humaines pour les psychologues, que ce soit les facultés de médecine pour les résidents, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les sociétés civiles. La société civile est très importante. Oui. Il y a le secteur privé. Il y a un tas d'intervenants en matière de santé mentale, parce que la santé mentale, ce n'est pas que les soins. Ce n'est pas que le système de soins. C'est aussi la culture, la société dans laquelle on vit et l'environnement dans lequel on vit. Donc vous avez trois approches dimensionnelles de la santé mentale. Le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on n'est pas suffisamment informé des troubles mentaux, on ne sait pas les reconnaître, on ne sait pas les détecter, on sait pas, les familles ne sont pas sensibilisées et beaucoup de gens ne reconnaissent pas les troubles mentaux comme des maladies. Alors justement, les gens n'admettent pas qu'ils sont malades. Pourquoi les gens ont encore cette réticence quand ils ont un diabète, quand ils ont un machin, ils y vont, maladie cardiovasculaire, mais quand ils sont mal, ils sont en phase de dépression ou une grande angoisse, ou bien même ils peuvent avoir des hallucinations. Pourquoi il y a cette réticence à aller chez un psychiatre et ce n'est pas toujours le problème n'est pas toujours que matériel, parce qu'ils peuvent aller. Je sais que c'est cher aussi la consultation. Ça c'est un véritable problème. C'est cher une consultation, pas qu'au Maroc, même ailleurs. Et il y a de plus en plus d'automédication. Parce que dernièrement, les sociétés pharmaceutiques disent que, après ces 2 années de Covid, les antidépresseurs et les anxiolytiques, ils se vendent comme des petits pains. C'est leur expression. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a de l'automédication, maintenant, en psychiatrie. Qu'est-ce qui empêche les gens? Parce que on est dans le déni quand il s'agit de la maladie mentale? Parce qu'on a peur encore d'être taxé de fou? Absolument. Moi, je pense que c'est une histoire, d'abord, comme je dis, de stigmatisation. Donc Vous savez, ce qui change le comportement chez l'être humain, c'est la perception, l'information, le savoir et la conviction. C'est ça qui change un comportement. Regardez la Covid-19. La Covid-19 est le meilleur exemple. Au départ, il y avait beaucoup de réticence, beaucoup de déni et beaucoup de rejet. Oui. D'accord. Et puis après, les gens ont été soumis à l'information, donc à coût de milliards de dollars dans le monde, et les comportements ont changé. La ceinture de sécurité est un très, très grand exemple au Maroc pour un changement de comportement massif. Si aujourd'hui vous mettez... Le sida a été le meilleur exemple de marketing social en médecine, de toute l'histoire de la médecine. Mais si aujourd'hui vous prenez la santé mentale et vous mettez suffisamment d'argent pour convaincre les gens, pour informer les gens, à coups de fouet, tout le temps, pour dire voilà ce que c'est qu'une dépression, voilà les symptômes d'une dépression de façon très pédagogique, de façon très claire. Voilà ce que c'est que les troubles anxieux sévères. Voilà ce que c'est que la schizophrénie. Voilà le trouble bipolaire. Voilà l'usage de drogue, etc. Vous allez finir par, de façon irrémédiable, vous allez finir par améliorer la connaissance, le savoir. Le savoir est le premier moteur du changement de comportement. Quand vous allez leur dire qu'il n'y a qu'une partie des psychotropes qui donnent de la dépendance lorsqu'elle est mal utilisée, lorsque cette famille n'est pas utilisée sous supervision médicale, ou quand elle est détournée de son usage, qui sont les benzodiazépines, et encore que dans 8% des cas, alors que les gens pensent que tous les psychotropes donnent de l'addiction, y compris les antidépresseurs, les antipsychotiques. Ce qui est faux. Vous savez, le nombre d'aides pharmaciens, le nombre de malades qui sont renvoyés dans les pharmacies, qui sont des pharmacies en leur disant ne prenez pas ce médicament parce qu'il donne de l'addiction. Oui. Donc, si vous voulez changer le comportement, le problème avec le changement du comportement, c'est que vous allez médicaliser rapidement une société. Oui. Si vous médicalisez rapidement une société, vous allez vous retrouver avec une demande qui va exploser. Oui. Et vous n'avez pas l'offre qui va suivre. Oui. C'est le grand problème. Donc nous sommes dans un dilemme où nous avons, un facteur démographique au Maroc parce que le Maroc est comme une sorte de théière, donc
un ventre bien gonflé. Donc nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui, et les jeunes font l'inflation de la prévalence des troubles de l'usage, de par le simple fait démographique. Donc ils arrivent dans une phase où ils peuvent développer des maladies. Donc vous avez ce fait démographique, et vous avez une démédicalisation que vous risquez d'augmenter très rapidement. Vous allez avoir une demande qui va exploser, et vous allez créer une frustration parce que l'offre ne suit pas. Oui. Avant de revenir à l'offre, parce que l'offre c'est une autre paire de manches, parce que je dis il faut motiver, il faut créer motiver les médecins à se spécialiser en psychiatrie. Pourquoi pas ne pas recourir à des médecins d'autres pays, comme on le fait quand il s'agit d'autres secteurs, pas que la santé. Mais je vais venir à quelque chose. Les Marocains ne font pas assez confiance aux psychiatres et à la psychiatrie de façon générale, parce qu'ils disent les psychiatres, ça ne guérit pas, ça peut vous rendre encore plus malade. On entend souvent ça. Et on voit souvent des gens qui vont chez les psychiatres, 5-6 séances, qui prennent des médicaments, peut-être des antidépresseurs qui les prennent pendant 1, 2 mois, 3 mois, je crois que c'est suffisant, ça ne donne pas de résultat, et ils vont à la médecine traditionnelle. Ou pas à la médecine traditionnelle, chez les charlatans, pour me faire comprendre. Donc, ils vont, on connaît tous. Est-ce qu'il y a un peu de vrai? Est-ce qu'on a des psychiatres compétents? Ou est-ce qu'on a un problème aussi de compétences? Je ne parle pas de tous les psychiatres du Maroc. Est-ce que les méthodes utilisées, est-ce que les démarches, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de... Est-ce qu'on soit encore avec les antidépresseurs d'il y a 30 ans? Est-ce que les Marocains ont raison de se méfier des psychiatres? Vous savez, madame, d'abord, je ne peux pas juger ce que disent les Marocains, parce que je ne sais pas ce que disent les Marocains. Il n'y a pas un Maroc dans le Maroc, il y a plusieurs Marocs, plusieurs Marocs à mon sens. Plusieurs niveaux de développement dans le même pays. C'est un pays extrêmement complexe. Deuxièmement, je n'ai pas fait d'études pour savoir franchement ce que pensent les Marocains des psychiatres. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre question parce que je sais que vous l'avez fait délibérément. Ça renvoie encore plus à la stigmatisation. Vous voyez qu'on a la santé mentale. On ne s'est jamais posé la question, est-ce que nos cancérologues sont compétents? Est-ce que nos cardiologues sont compétents? La spécialité avec le plus gros taux de mortalité, c'est la cancérologie. Oui ou non? Mais on ne considère jamais ça comme un échec thérapeutique. Et puis, la chimio tue beaucoup plus qu'elle ne guérit. Je ne sais pas, je ne peux pas... Ça dépend. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, parce que la chimio, ce n'est pas systématique. Si c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Je ne sais pas ma spécialité, donc je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que, regardez, vous voyez, ça fait partie de la stigmatisation. Ça fait partie de cette manière de voir, alors que, contrairement à ce que vous croyez, et je vais vous étonner, vous savez, l'un des plus hauts taux de réussite thérapeutique en médecine, c'est la psychiatrie. C'est le taux de réussite, ce qu'on appelle le taux d'efficience thérapeutique, est l'un des plus élevés dans la spécialité médicale, qui est celui de la psychiatrie. On traite des dépressions tous les jours. Des gens guérissent de la dépression tous les jours. Des gens guérissent des troubles anxieux tous les jours. Des gens guérissent de leur schizophrénie, parce que les gens pensent que la schizophrénie ne guérit pas. La guérison en médecine, c'est quand il n'y a plus de symptômes. D'accord? La condition, elle est là, c'est comme l'asthme. Si vous ne sifflez plus des poumons, vous êtes guéri. Mais ça ne veut pas dire que la condition de l'asthme est partie. Le diabète, si vous avez 1 gramme, vous êtes guéri. Mais ça ne veut pas dire que votre diabète est parti. Donc la guérison en médecine, c'est la disparition des symptômes. Tous les jours, il y a des schizophrènes qui guérissent. Au Maroc, tous les jours, il y a des troubles bipolaires qui guérissent, donc ils sont stabilisés. Tous les jours. Pourtant, on pense que ce n'est pas efficace et que ça ne... Alors, justement, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut absolument qu'on aborde un problème, c'est celui de tous ces gens qui, du jour au lendemain, deviennent psychologues, psychothérapeutes, coachs de vie. Et ça aussi, ça nuit à l'image de la psychiatrie, qui est une médecine. Et on a l'impression qu'il y a une anarchie. Qui réglemente tout ça? Ça ne nuit pas. C'est dangereux. Ça ne nuit pas à l'image de la psychiatrie. Ça nuit à ces gens eux-mêmes. À l'image du pays. Parce qu'il n'est pas normal au jour d'aujourd'hui que des gens qui sont malades, donc il y a le titre de maladie, d'accord, et qui soient soignés par des gens qui n'ont rien à voir avec la santé. Au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des pays d'ailleurs qui ont légiféré de façon extrêmement sévère. Toute personne qui a une maladie qui est prise en charge par une personne qui n'est pas qualifiée dans le domaine de la santé est passible de poursuites pénales. Il y a beaucoup de pays qui l'ont. Les États-Unis, le Canada, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, pourquoi la santé mentale fait exception? Encore une fois, c'est une question de stigmatisation. Encore une fois, c'est parce que les limites sont floues. Or, la santé mentale, les limites ne sont pas floues. La psychiatrie, c'est une spécialité médicale extrêmement bien spécifique, extrêmement bien critérisée. On sait très bien ce que c'est qu'une maladie mentale. On sait très bien faire le diagnostic.
Donc je suis désolé, ce n'est pas normal qu'un malade soit pris en charge par quelqu'un qui n'est pas formé en matière de santé. Je ne dis pas forcément un médecin, un psychologue, un psychomotricien, un orthophoniste, au contraire, qui font partie prenante de l'équipe. Mais la constitution marocaine est claire. Un malade doit être traité on doit lui offrir tous les soins de santé. Et pas des soins qui n'ont rien à voir avec de la santé et qui est basé sur l'évidence scientifique. Malheureusement, on a fini, on a débordé, mais je vais vous poser une dernière question. La souffrance mentale et psychique aujourd'hui n'est pas encore reconnue au Maroc comme telle. On le voit dans le monde du travail. La souffrance dans le monde du travail, le harcèlement moral n'est pas encore reconnu comme tel. La loi n'est toujours pas été. C'est très difficile de prouver qu'on a été harcelé psychiquement ou mentalement. Alors qu'il y a des gens qui meurent, qui quittent leur travail, qui sombrent dans des dépressions à cause de la pression, mais ce n'est pas encore reconnu comme une maladie à part entière. C'est un problème aussi, parce qu'il y a beaucoup de pression, et c'est une société qui est devenue très anxiogène. Les gens sont anxieux, angoissés. Je pense que le Maroc n'est pas différent des autres pays. Tous les pays ont des problèmes. Il faut savoir que l'environnement est aussi une partie prenante de la santé mentale, parce que l'environnement comporte des facteurs de risque pour la santé mentale. Et d'ailleurs, intervenir sur l'environnement, c'est prévenir les troubles mentaux. Mais encore une fois, moi je vous dis, ce n'est pas une question de maladie mentale, c'est une question de reconnaissance des maladies mentales. C'est une question de sensibilisation de la population générale. C'est une question de pédagogie de la population générale. C'est une question de médicalisation de la population générale. Et c'est une question, encore une fois, je le dis et je le répète, de ressources humaines qualifiées. Malheureusement, on n'a pas les ressources humaines qualifiées pour accompagner tous les programmes. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler de tout ce qui concerne la santé mentale. On y reviendra sûrement, Inch'Allah, une autre fois. Merci beaucoup, professeur Jalal Toufiq, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire très rapidement que toutes les 40 secondes, il y a une personne qui se suicide dans le monde. Alors, depuis qu'on a commencé notre interview, comptez le nombre de personnes qui se sont tuées. Et c'est des gens qui étaient malades mentaux et qu'on aurait pu sauver. 35 ou 36. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.